L'année dernière, on a sorti un épisode qui s'appelle «Pourquoi n'arrivez-vous pas à tenir vos bonnes résolutions?» Eh bien, figurez-vous que ce fut votre deuxième épisode préféré de 2025. Alors, on s'est dit que pour 2026, on allait faire un épisode similaire pour vous aider à tenir vos routines et vos engagements. Car oui, chaque année, c'est le même rituel. Janvier arrive, avec lui, sa liste de résolutions. Cette année, je m'y mets vraiment. Cette fois, je vais être disciplinée. Bref, vous connaissez la chanson, sport, alimentation, projet, équilibre, tout y passe. Les premières semaines, tout va bien, on est motivé, porté et plein d'élan. Et puis, février arrive, la fatigue, le quotidien, les imprévus nous rattrapent et cette petite phrase qui revient, j'ai plus la motivation. Et statistiquement, près de 80% des résolutions sont abandonnées avant la fin février. Et c'est pas parce qu'on est faible, c'est pas parce qu'on manque de volonté, mais c'est parce qu'on nous a appris à bâtir nos objectifs sur le mauvais levier. Et oui, on nous a fait croire que la motivation était la clé, alors que la motivation, c'est une émotion. Et que par définition, une émotion, ça fluctue. Aujourd'hui, on va apprendre à hacker ton cerveau. Et quand je dis hacker, c'est plutôt t'aider à comprendre pourquoi compter sur ta motivation, c'est une stratégie perdante et comment la discipline, les routines et la motivation intrinsèque peuvent enfin te permettre de tenir sur la durée. Et ce, même les jours où tu as la flemme, même les jours où tu doutes et même les jours où tu n'as pas envie. Il y a deux mécanismes cérébraux bien distincts à comprendre, la motivation et la discipline de l'autre. La motivation, comme je l'ai dit en introduction, c'est une émotion. Donc c'est pas un système qui est très fiable. C'est une tendance émotionnelle qui te pousse vers une action parce qu'elle te donne envie ou parce qu'elle est associée à une récompense anticipée. Dans le cerveau, elle est liée au système de récompense, qu'on appelle aussi parfois le système hédonique. Et c'est ce circuit qui libère la fameuse dopamine lorsque quelque chose est perçu comme désirable ou gratifiant. Mais ce système, oui, il est instable. Et pourquoi ? Parce qu'il va dépendre de l'humeur, du contexte, du stress, de ta fatigue. Et donc c'est ça ce qu'on appelle être motivé. Mais c'est souvent juste un pic qui est temporaire. Ça monte et puis ça redescend. Donc autrement dit, la motivation descendante, elle vient surtout de la perception que tu vas avoir des récompenses et des coûts. C'est vraiment ce principe de bénéfice-pénibilité qui est calculé par des zones comme le cortex orbitofrontal ou le striatum, qui est la zone cérébrale de la prise de décision. Et ça fluctue effectivement avec ton énergie, ton environnement. C'est pas linéaire et c'est pas prédictible. De l'autre côté, on a la discipline qui, elle, a une architecture cérébrale beaucoup plus stable. Elle relève davantage du cortex préfrontal, donc qui est la zone du cerveau impliquée dans le contrôle des impulsions, la planification et la régulation de l'attention. Et contrairement à la dopamine instantanée de la motivation, cette région favorise des décisions structurées et cohérentes avec un objectif à long terme, et donc même quand on n'a pas envie. C'est ce qui permet de faire une action automatique, donc presque sans effort conscient, parce que le cerveau l'a intégré comme une routine. Et j'insiste sur ce mot, on y reviendra plus tard. Mais quand on parle de motivation, c'est hyper important d'opposer la motivation intrinsèque avec ce fameux sentiment d'envie. Parce que oui, il y a un autre type de motivation qui existe, qui est beaucoup plus profond. C'est donc la motivation intrinsèque. C'est celle qui vient de l'intérieur. C'est par exemple un plaisir vraiment d'apprendre. C'est une curiosité. C'est un sens profond qu'on va donner à l'action qu'on va faire. Donc c'est pas simplement juste je me sens motivée aujourd'hui, mais c'est plutôt j'ai une raison durable et personnelle pour faire ça. Il y a des études en neurosciences qui montrent que lorsque l'autonomie, la maîtrise et le sens sont présents, les réseaux dopaminergiques liés à la satisfaction durable s'activent plus profondément. Et quand j'ai commencé à travailler avec une psychologue du sport, ça a été l'une des toutes premières choses qu'on a essayé de déterminer ensemble, quelles étaient mes motivations intrinsèques liées à la compétition et à l'entraînement. Oui, parce que forcément, quand on fait quelque chose d'aussi demandeur en énergie et en temps, c'est hyper important de se connaître soi et de connaître réellement pourquoi en fait on fait tout ça, pourquoi on va s'entraîner tous les jours de façon aussi intense et répétée pendant des années. Ça, c'est quelque chose qui est personnel, c'est un vrai travail individuel à faire pour justement permettre de durer sur le long terme.
Ce que j'aimerais aussi dire, parce que c'est lié à une expérience personnelle, ces motivations-là, souvent, elles évoluent. Elles évoluent. Je pense que j'ai plus du tout la même raison ou les mêmes raisons de faire ce que je fais aujourd'hui qu'au tout début. En l'espace de 10 ans de carrière sportive, c'est évident qu'on change. Et donc ça aussi, des fois, il est important de se faire des petits check-up et de se reposer les questions. Pour que vous compreniez bien, j'ai toujours resté un petit peu dans le domaine sportif avec 2 exemples, on va dire. Et attention, il n'y a aucun exemple qui est mieux que l'autre. C'est simplement une image pour bien comprendre. Il y a ce qu'on appelle d'un côté les sportifs du dimanche. Alors eux, ils vont faire du sport en fonction de leur humeur. Si aujourd'hui ça leur fait plaisir de faire un footing ou simplement parce qu'il fait grand beau dehors. En fait, ils n'ont pas spécialement de routine, c'est simplement à l'émotion. Donc ils peuvent très bien faire 0 séance de sport dans le mois, puis 5 le mois suivant. Alors qu'à l'opposé, on a les sportifs assidus qui, eux, ne fonctionnent pas uniquement à l'émotion. C'est-à-dire que consciemment ou inconsciemment, ils ont un but plus profond qui les fait tenir dans la durée, et ça en dépit de la météo ou même de leur manque de motivation du jour. Par exemple, alors le plus courant quand on est sportif, c'est une compétition qu'on va préparer. C'est une compétition généralement qui est dans 6 mois, 1 an, et donc c'est ça qui va vraiment nous nourrir profondément, qui va nous faire tenir. Mais ça peut être aussi tout simplement une dimension sociale. On est inscrit dans un club, dans une association, et c'est de se dire que voilà, tous les mardis soirs ou tous les jeudis soirs, on va à 20 h dans ce club-là retrouver du coup ses amis. Ça peut être aussi quelque chose de fondamental et de profond en termes de motivation, cette dimension-là de lien social. Ou tout simplement un objectif lié à une remise en forme. Si je résume, le sentiment de waouh, j'ai trop de motivation aujourd'hui, c'est pas la même chose que de l'être intrinsèquement, puisque la première dépend de l'état du moment et la seconde est liée à une valeur personnelle plus stable. Je vous parlais un tout petit peu avant des routines. Et justement, comment ça se passe dans le cerveau? Comment on forme des routines? Alors au début, quand on démarre une toute nouvelle action, par exemple faire du sport, manger différemment, en fait ton cerveau, ça va lui demander un effort. Il fonctionne vraiment en mode effort. Chaque action lui demande de l'attention. Ça lui demande de prendre une décision qui est consciente. Alors que ta motivation émotionnelle, elle intervient juste pour t'aider. Ah, j'y vais aujourd'hui parce que j'ai envie. Ah bah je sais que ça va me faire du bien. Ou tu te projettes dans le résultat qui va être immédiat, plus ou moins immédiat. Mais ce mode de fonctionnement, il est très coûteux en énergie mentale. Et le cerveau, il déteste gaspiller de l'énergie. Ce que les neurosciences ont montré récemment, c'est qu'il existe un mécanisme spécifique d'automatisation des comportements indépendants de la récompense. Et donc, vous voyez où je veux en venir, les routines. Donc, autrement dit, le cerveau peut transformer une action en habitude uniquement par répétition, même si l'envie et même si la motivation ont disparu. Alors, tu l'auras compris, ce qu'on appelle les routines, et bien finalement, c'est ça, la vraie discipline. Concrètement, comment ça se passe dans le cerveau? On résume. Au tout début, l'action, elle repose surtout sur ton cortex préfrontal, donc la zone de la décision et de la volonté. Ça repose sur l'attention qui va être consciente et sur parfois la dopamine qui est liée à la récompense anticipée. Donc, tu dois penser à faire l'action pour la faire. Avec la répétition, à force de répéter la même action dans un contexte similaire, le cerveau comprend une chose essentielle. Ah, cette action, elle revient souvent. Je vais l'optimiser. Il délègue alors le comportement à des circuits plus automatiques, notamment ceux impliqués dans les habitudes et les routines. Le résultat, moins d'efforts, moins de négociations mentales, et ça je pense que tu sais de quoi je parle, et moins de dépendance à l'envie du moment. Et c'est exactement ce qu'on va observer après 20, 30, 40 répétitions. Une action commence à devenir plus naturelle et presque évidente. Et ça, c'est pas parce que tu es plus motivé, c'est parce que ton cerveau a économisé de l'énergie en rendant l'action automatique. Et donc, à ce stade, tu n'es plus vraiment à te demander est-ce que j'ai envie? Tu le fais, c'est tout. Et c'est là que réside la vraie clé.
En fait, les routines, c'est pas un manque de liberté, c'est vraiment un raccourci neurologique. Ça va te permettre d'agir même les jours où tu as pas trop de motivation, où tu sens une espèce de lutte intérieure. Maintenant, ce qui est aussi très important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise motivation. Il n'y en a aucune à diaboliser. La motivation émotionnelle, c'est ce qui fait qu'on est fondamentalement humain. Elle est là, c'est même elle qui d'ailleurs nous permet de mettre le pied à l'étrier au début. Mais par contre, c'est pas elle qui nous fait tenir sur le long terme. Ce qui fait durer une action, c'est pas le fait d'en avoir envie un jour donné, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette motivation intrinsèque, celle qui est liée à ce qui fait sens pour nous. Maintenant, je vais vous donner juste quelques exemples pour qu'on soit sûr que tout le monde ait bien compris. Donc si je résume, en reprenant le sport, et si vous voulez ancrer le sport comme habitude, il y a deux motivations qui sont vraiment distinctes. La motivation émotionnelle, qui serait simplement « Oh tiens, j'ai envie d'aller courir parce qu'il fait beau aujourd'hui, parce que je me sens bien pour aller courir. » Donc ça fluctue selon le jour et donc selon l'humeur et la motivation. À l'opposé, et je devrais même pas dire l'opposé, mais en tout cas, la motivation intrinsèque, elle, ça serait plutôt de dire « Ok, tous les lundis, j'ai décidé que j'irais courir avec un running club. » Voilà, j'ai découvert un running club et tous les lundis, à 19h, on a rendez-vous dans ce parc et ça me fait du bien parce que je vois du monde. J'ai découvert de nouvelles personnes et donc c'est ça ma motivation. J'avais besoin de me changer l'air, de rencontrer d'autres personnes. C'est cette dimension vraiment sociale. Et le bonus, c'est qu'en plus, on se fait du bien à la tête et au corps. Et donc forcément, au bout de plusieurs lundis soirs, ça va devenir automatique pour le cerveau. Le cerveau adore le cadre, adore la structure. Donc ce côté très répétitif du même soir, à la même heure, ça c'est parfait pour le cerveau. Et en plus, vous avez identifié votre but profond à vous par la dimension sociale. Et c'est la même chose pour l'apprentissage. Apprendre une nouvelle langue ou même vouloir lire beaucoup plus de livres. Il y a vraiment deux choses, j'ai envie de dire deux chemins. La motivation émotionnelle, qui peut convenir à certains, qui peut suffire à certains, c'est-à-dire, moi j'ai envie de lire uniquement quand ça me plaît. Et puis par contre, si vous rentrez plutôt dans la catégorie de personnes qui aimeraient vraiment, vraiment beaucoup plus lire, parce que vous savez que quand vous lisez avant de vous endormir, ça vient limiter votre anxiété, ça vous aide à mieux vous endormir. Donc là, il y a vraiment un but qui est au-delà simplement de l'aspect émotionnel. Oh tiens, j'ai envie de lire, ça va me faire du bien. Si j'avais un conseil finalement à vous donner, ça serait faites-vous un petit check-up personnel. Prenez un moment pour identifier les choses que vous aimeriez vraiment mettre en place et les faire surtout durer dans le temps. Et pour ça, prenez juste une feuille, un crayon et listez ce que ça vous apporte profondément. Pourquoi vous voulez le faire. Et allez vraiment loin dans le processus. J'aimerais aussi ajouter quelque chose qui est pour moi essentiel, c'est qu'une routine, elle n'a pas vocation à devenir une prison. Ne devenez pas esclave de vos propres routines. Ça doit rester avant tout un plaisir. Et quand il n'y a plus de plaisir, je vous le dis d'avance, ça ne sert à rien de lutter, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un mal-être quelque part. Donc si à un moment donné, vous sentez que vous êtes vraiment à plat, si vraiment vous êtes épuisé, et ça peut arriver, on est humain, évidemment, priorisez-vous, faites passer votre intégrité physique et mentale bien avant vos routines. On est bien d'accord là-dessus. Donc écoutez-vous, ménagez-vous, les routines c'est hyper important, mais encore une fois, l'ordre des choses veut qu'on priorise sa santé physique et mentale avant toute chose. Maintenant que ce petit message de vigilance est posé, je vous souhaite de construire des routines qui vous ressemblent, qui sont durables, respectueuses et alignées avec qui vous êtes vraiment. Prenez soin de vous et à très vite. C'était Clémence pour Bâtir pour soi.